3, 4. Normalement, c'est le deuxième bac français. Ah. Donc, on continue notre cours. C'est la chute verticale d'un corps solide. C'est la suite. Donc je vais essayer de faire un petit rappel de ce que nous avons déjà traité. C'était le paragraphe chute verticale avec frottement fluide. C'était 2 en chiffres. Chute avec frottement fluide. Et je vais essayer de refaire le schéma. Donc, voici le schéma, c'est-à-dire le mouvement là. De cette bille là, c'est dans en glycérine. Le fluide, c'est glycérine. Et nous avons toutes les données ici. Toutes les données. Voilà, toutes les données pour faire cette étude-là. Là, c'est l'axe Z. Là, c'est O. Vecteur unitaire K. Ici, c'est une bille. Nous avons déjà fait l'inventaire des forces exercées sur la bille. On va les tracer, les représenter. Là, c'est P. Là, c'est petit f. Force de frottement fluide. Et la poussée d'Archimède, c'est P. Évidemment, les forces exercées sont P qui est égal à mg. Dans ce cas-là, l'orientation vers le bas est égale à mg porté par k. Pour la poussée d'Archimède, PA, c'est égal à moins M' fois G, avec F. Le M' c'est la masse de liquide déplacée, et on peut, là, le liquide avec une masse ρ,
Donc on aura C moins ρ fois V, le volume de la bille, fois G, K, avec V, volume de la bille, ρ, masse volumique du liquide. Comme on peut ici remplacer M par ρ0 fois V, d'accord? Là, j'ai mis ρ, puisque la bille est totalement émergée. Par la suite, ça sera M', c'est ρ fois V. Et n'oublions pas que tous les points d'application des forces exercées sont représentés à partir de G, le centre d'inertie ou le centre de gravité de ce corps-là. Évidemment, on suppose que la bille est homogène. L'autre force, c'est la force de frottement. Dans le cas général, toujours elle est verticale, elle s'oppose au mouvement. C'est moins K fois V à la puissance N porté par K. Donc c'est moins K fois V fois N. D'accord? Par application de la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à M fois AG. M, c'est la masse de la bille. Et en remplaçant, on aura et c'est mg k moins ρ fois v fois g k moins k fois v à la puissance n k est égal à n d de v sur dt porté par k. Évidemment, vous constatez ici que les trois forces sont collinéaires et par la suite, somme des forces extérieures sont même direction, ce qui oblige que l'accélération A aura la même direction que la somme des forces extérieures exercées. Et c'est pour cela que j'ai mis ici que l'accélération est portée par K. On va essayer d'ordonner cette écriture-là et faire la projection sur OK et on aura, c'est avec, je vais essayer d'ordonner un petit peu, j'aurai m d de v sur dt plus k fois v à la puissance n est égal à mg moins ρ fois v fois g. J'ai gardé celle-là, de l'autre côté c'est plus. Ce qui reste ici uniquement mgk. Donc je divise par m et j'aurai d de v sur dt plus k sur m fois v à la puissance n est égal g facteur, là je divise par m, ça reste 1, moins ρ fois v divisé par n. Mais c'est dans les données
on donne ρ0 fois, je peux remplacer 1 fois ρ0 fois V, et à l'intérieur on peut avoir c'est 1 moins ρ sur ρ0. D'accord? Voilà l'équation différentielle que vérifie la vitesse de centre de gravité de la bille lors d'une chute dans un fluide, ici dans un liquide, de masse volumique ρ. Donc, on peut l'écrire sous une autre forme, c'est-à-dire, je vais le mettre ici. Donc, l'équation, ça sera d de V sur dt plus B Vn est égal à A avec B est égal à K sur M et A est égal à G 1 moins ρ fois V divisé par M. J'ai dit, on peut même la considérer, c'est G 1 moins ρ sur ρ0 avec ρ0, c'est la masse volumique de la bille. Vous pouvez constater ici que l'unité de A, c'est l'unité de G, puisque là c'est sans unité, et A représente une accélération. Donc l'unité de A, c'est le mètre seconde moins 2. Donc là, c'est l'étude théorique. On peut faire une étude expérimentale et d'essayer de déterminer comment évolue la vitesse de centre de gravité du centre de gravité de la bille. On va essayer de déterminer les régimes au cœur desquels le mouvement obéit. Donc, on parlera maintenant de, je vais essayer, étude. Là, c'était l'équation différentielle. Maintenant, étude du mouvement de G de la bille. Évidemment, on peut faire l'étude expérimentale, c'est d'essayer d'utiliser la technique EXAO. On peut, à l'aide d'utiliser l'idée de AVI, et on essaie de suivre le mouvement de centre de gravité, et à partir de là, à l'aide d'un logiciel et d'un tableur, on peut arriver à tracer l'évolution de V au cours de temps. Cette technique-là nous permet de tracer là. On constate ici que à partir d'un intervalle de temps, là ici delta de t, on a deux régimes. Là, la vitesse tend vers une valeur limite v limite. Et si nous traçons là, on définira ce qu'on appelle le temps caractéristique du mouvement. Et jusque-là, normalement, on doit avoir
5 taux. Ici, c'est le régime initial. Ou on peut l'appeler le régime transitoire. Ici, le régime permanent. Le régime permanent. Et on constate que la vitesse évolue là, dans ce cas-là, à partir de V, à l'instant T, V0 est égal à 0. Donc, la vitesse augmente au cours de temps. Mais si vous essayez de voir l'évolution de l'accélération instantanée, essayez de comparer les tangentes et vous voyez que la pente de la tangente diminue au cours de temps. Et à partir de là, on voit que l'accélération de la bille, de centre de gravité de la bille est égale à 0. Donc là, V de G augmente et A de G diminue. Ici, V de G est égal à V limite et A de G est égal à 0. Ce taux, on peut le déterminer graphiquement à partir de la tangente. Donc, taux et le temps caractéristique et le temps caractéristique du mouvement. Donc, ici, la pente c'est A0 est égal à delta de V sur delta de T, le coefficient directeur de sa tangente. Donc ici, on prendra deux points, celle-là et celle-là. Lorsque T est égal à 2, on a V limite égal à V limite moins 0 sur taux moins 0. Et de là, on arrive à l'expression que V limite est égal à taux fois A0. C'est l'accélération initiale. D'accord? Donc, on peut donner une petite explication à ce mouvement. Au départ, à l'instant t est égal à 0, la bille est immobile, V0 est égal à 0, et par la suite, l'intensité de la force de frottement fluide est nulle, et au cours du mouvement, l'intensité de F augmente et la vitesse aussi augmente. À un instant, remarquez aussi que PA et P ont des intensités qui sont constantes, ne varient pas au cours du mouvement. Et par la suite, il arrive à un instant où l'intensité de F et de PA atteint l'intensité du poids de la bille. Et par la suite, on aura l'ensemble des forces exercées est égal à 0. Donc, de là, à un instant t, où V de G est égal à une constante, c'est-à-dire somme des forces extérieures est égale à 0. Et à partir de là, on a un régime qui est permanent. Régime transitoire, la vitesse augmente
il ne va pas augmenter d'une façon sans limite, mais il arrive à un instant où V atteint une valeur limite lorsque la somme des forces, une fois que la somme des forces est égale à 0, alors on entre dans le régime qui est le régime permanent. Ce A0, nous pouvons la déterminer de là. Cette accélération initiale, vous voyez, au régime permanent, d de V sur dt est égal à 0. Et on va mettre ici, on aura l'équation différentielle d de V sur dt t est égal à 0 plus b fois V à la puissance n 0 est égal à A. Mais à l'instant t est égal à 0, B0 est égal à 0. Et on notera, et d de V sur dt à l'instant t est égal à 0, c'est l'accélération initiale. Et par la suite, on aura A0 est égal à A, qui est égal à G 1 moins ρ sur ρ0. Voilà l'accélération initiale. Et on va revenir à V limite ici. Donc on peut dire que V limite est égal à O fois G fois 1 moins ρ sur ρ0. Et même ce taux, on peut le remplacer par son expression. On peut remplacer V limite. Nous avons le choix. Si nous voulons déterminer la vitesse limite en fonction de taux et de données de problèmes, mais je peux déterminer d'abord ce taux à partir de cette expression-là. C'est V limite. On va essayer de la déterminer V limite. V limite, à partir de là, lorsque V est égal à une constante, ici, d de V sur dt c'est 0, plus B fois V à la puissance n limite est égal à A. D'accord? Et de là, on peut tirer l'expression de taux de la vitesse limite. La vitesse limite. Je vais l'écrire ici. La vitesse limite est égale à A sur B à la puissance 1 sur n. Évidemment, on peut s'assurer que de là, on peut vérifier vraiment que taux est la dimension de t-1, mètre par seconde carré, et là, on peut déterminer l'unité de taux. D'accord? Voilà cette étude-là. Nous avons déjà traité dans le cours, lorsque le coefficient n est égal à 1, un cas particulier. Un cas particulier. N est égal à 1. Que devient cette équation différentielle? Celle-là. d de V
sur dt plus b fois v est égal à 1. D'accord? À partir de là, on peut faire la résolution. La résolution de cette équation peut être faite par la méthode analytique et mathématique. Nous donne que la solution de cette équation, c'est comme en électricité, c'est V de T est égal à A exponentielle moins T sur taux plus V. C'est exactement ce que nous avons fait pour charge d'un condensateur, l'étude de dipôle RC ou l'étude de dipôle RL. Et nous sommes par analogie, électricité, pour RC, nous avons obtenu que UC est égal à E 1 moins exponentielle moins T sur taux. Avec E, c'est la valeur limite de UC. Et taux, c'est la constante de temps qui est RC. Et pour le dipôle Rn, pour I de T est égal à I max, c'est l'établissement, là c'est la charge de condensateur, et là c'est l'établissement du courant dans un circuit RL, moins exponentielle, moins T sur taux, et taux dans ce cas-là c'est L sur R total. Donc par analogie, toujours ici c'est IM, c'est la valeur de I dans le régime permanent, c'est la valeur de E, de UC dans la valeur permanente. Donc pour la vitesse ici, qu'est-ce qu'on aura? V de T est égal, la valeur limite de V c'est V limite, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et taux ici c'est V moins 1. Ça c'est en dimension, là c'est une accélération, là c'est une accélération, là c'est une vitesse, c'est mètre seconde moins 1, et B de là doit être T moins 1, c'est-à-dire seconde moins 1, mètre fois seconde moins 1, c'est mètre seconde moins 2. D'accord? Donc 1 sur B. Maintenant, ce qui nous intéresse, ceci peut être fait de la même manière qu'en électricité, mais le plus important dans cette étude, c'est comment réaliser la résolution de l'équation différentielle par application d'une méthode approximative. C'est-à-dire, le cas que nous venons de traiter ici ne nécessite pas une méthode de résolution. Ce sont des équations connues et classiques, et par la suite, il n'y a pas de problème dans la résolution. Mais dans certains cas, lorsque la force de frottement F est égale à K fois V à la puissance N. Dans ce cas-là, la résolution de l'équation, ça sera difficile de l'appliquer de la méthode analytique. C'est pour cela qu'on propose une méthode qui est approximative. C'est une méthode qui a été élaborée par Euler, qui permet d'arriver à une résolution de l'équation différentielle par cette méthode-là, qui est une méthode approchée. D'accord? Donc là, on va passer au paragraphe résolution de l'équation différentielle par application de méthode d'Euler. Donc je vais effacer
le titre, ça sera 3 en chiffres romains. Résolution de l'équation différentielle de mouvement de centre de gravité d'une bille. En mouvement dans un liquide de masse volumique rho. D'accord? Donc on va commencer par 3.1, le principe. Donc la méthode d'Euler, qui est très ancienne, permet on peut dire que la méthode d'Euler est une méthode qui permet d'avoir une solution approximative d'une équation différentielle du mouvement d'un corps se déplaçant dans un fluide, surtout dans l'existence des forces de frottement, lorsque ce force de frottement, F, est égal en intensité F fois V à la puissance N, à la puissance 2 ou la puissance même à la puissance 1, mais elle est toujours applicable. Donc, le principe, c'est une méthode approximative qui permet de passer d'une fonction de V, c'est-à-dire à partir de la fonction V de t, qui est une fonction, c'est-à-dire on peut l'écrire que V est égal à f de t. Mais la particularité de cette méthode, c'est que on peut remplacer la fonction v de t localement par une méthode d'encadrement. Au lieu de passer pour déterminer la vitesse à un instant t, en réalité, c'est le coefficient directeur de la tangente à la fonction v de t. Mais, rappelez-vous, nous avons déjà utilisé une méthode qui permet de donner l'accélération instantanée à partir de la méthode d'encadrement. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur la tangente, on travaille sur un triangle dont l'hypoténuse correspond à cette variation de delta de V pendant delta de T. Et rappelez-vous aussi que la méthode d'encadrement s'approche à la valeur réelle lorsque tau, cette delta de T, elle est très petite, au cours de laquelle voici la fonction, par exemple V de T. Et si à un instant t donné, ti, je veux déterminer l'accélération, je dois tracer la tangente. D'accord? Ici, je trace la tangente en ce point et l'accélération à I est égale à d de V sur dt lorsque t est égal à t. C'est le coefficient directeur. D'accord? Mais là, pour nous, au lieu de travailler sur la tangente, on va essayer de prendre la méthode. Au lieu de mettre celle-là, on mettra que AI est égal à delta de V sur delta de T. C'est-à-dire, voilà delta de T. Et à partir de là, je vais essayer de faire un petit schéma dans lequel on va montrer pourquoi vraiment il est
approximative. Donc, voici la tangente. Je dois la tracer d'une façon rigoureuse. Voilà. Là, c'est TI. Là, c'est le temps. Et si c'est la tangente, j'utilise une règle pour... Voici la tangente. Donc, au lieu de travailler sur cette droite, la méthode d'Euler nous permet de dire que on peut choisir TI, et là, c'est TI plus 1. Et ce delta, ça sera, voilà le delta de V, là c'est VI. C'est VI plus 1. Et là, c'est VI. Je vais essayer d'augmenter un petit peu, de faire un zoom sur cette partie-là. Et voilà, et accentuer la vision. Voilà, et voici la tangente de là à là. Donc, la méthode d'Euler me donne celle-là. D'accord? Mais la réalité, c'est quoi? On doit travailler sur ce triangle-là. C'est là AI, à partir de AI de là. Là c'est Y et là c'est X. Donc A c'est Y sur X. Mais en choisissant la courbe, on a ce AI est sensiblement égal à ce Y'. Et là, on aura, au lieu d'avoir Y sur X, on aura Y' sur X. C'est ça qui donne à la méthode d'Euler une méthode qui est approximative. Mais vous voyez, à partir de là, plus que delta de T est petit, plus cette erreur ici, voilà l'erreur qu'on commet dans les calculs, plus on s'approche, plus l'erreur sera minime. Mais cette méthode-là, un autre problème, tant que delta de T est petit, mais il faut avoir une valeur donnée, au-delà des valeurs qui sont très petites, on aura d'autres problèmes d'erreur sur les calculs. Donc, c'est ça la méthode d'Euler. Donc, comment faire ce travail-là? C'est, on ne sait pas la fonction V de t comment il est, et on va essayer de bâtir ou de construire cette fonction point par point. Donc, d'abord, comme je viens de dire, la première approximation, première étape, je vais essayer de prendre une équation qui est simple, ou l'équation que nous avons déjà, c'est d de v sur dt plus b, v à la puissance n est égal à 1. D'accord? Et cette approximation, voilà le premier choix. Je rappelle que cette méthode repose sur deux bases essentielles. La première, c'est cette approximation-là. C'est VI plus 1 moins VI sur delta de t. D'accord? La deuxième, c'est que, obligatoirement, nous devons avoir les conditions initiales. C'est-à-dire, V0, V de t égale à 0, et on en déduit à 0. Par exemple, dans ce cas-là que vous avez, à t égale à 0,
V0, si V0 est égal à 0, on aura d de V sur dt lorsque t est égal à 0 est égal à A. Et c'est là, c'est A0. Donc, dès le départ, nous partons des conditions initiales. Et lorsque les conditions initiales sont parfaites, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur, sont exactes, alors tout le travail sera acceptable. Mais si les conditions initiales ne sont pas bien déterminées, alors tout le travail de la construction de cette fonction v de t sera évidemment loin de la réalité que se fait dans le côté expérimental. Donc voilà comment on va bâtir, si vous voulez, cette fonction. Donc là, on va construire v de t en fonction du... On va construire point par point. Et on parlera, ce delta de t, c'est le pas. Donc c'est une méthode itinéraire, c'est-à-dire répétitive. Le premier travail qu'on le fait, on va le faire de façon répétitive jusqu'à avoir plusieurs points. D'accord? Voilà le travail, comment on commence par à t égale à 0. À t égale à 0, V0 est égal à 0. On est en ce point. Deuxième point qu'on va bâtir ici, pour faire sa construction. On va appliquer cette relation-là. Voici les outils de travail. D'abord, de là, c'est AI plus B, V à la puissance I est égal à A. Et ici, AI est égal à VI plus 1. Je vais l'écrire d'une autre manière. Voilà, c'est VI, ça sera AI fois delta de t. Donc j'aurai VI plus 1 est égal à VI plus AI fois delta de t. Ce delta de t, c'est le pas, الخطوة. طريقة أولير هذه هي طريقة تقريبية. فمعادلة طريقة حل بواسطة أولير هي يعطينا حل تقريبي للمعادلة التفاضلية، وذلك بتعويض الدالة في دو تي بدالة محلية، بحيث أننا نعوض ذاك المعامل الموجه بقطعة، بحيث أن كنعتبر أن هذا الجزء هذا هو هذا الجزء هذا. القطعة تساوي الوتر، ومن ثم لذلك سميت بطريقة تقريبية. إذا العمل يتم خطوة بخطوة انطلاقا من الشروط البدئية، بحيث أننا نعلم في صفر، هنا خدينا في صفر كتساوي صفر، يمكن يكون عندنا واحد الحالة اللي في صفر كتساوي واحد القيمة غير منعدمة. هذا لن يغير من الطريقة. متفقين؟ إذا كتكون عندنا في صفر ونقوم بإنشاء هذه الدالة في دو تي خطوة بخطوة، بوان باغ بوان. وكلما كانت هذه الخطوة صغيرة كلما كان الإنشاء سيكون أقرب إلى الحقيقة التجريبية. متفقين؟ إذا أدوات الاشتغال هما هذه. كنحولوا ذاك المعادلة التفاضلية إلى قيم لحظية، وكنمشيو للتقريب. هذا هو التقريب، هذا هو الحل اللي غادي يعطينا بأن السرعة اللاحقة هي السرعة التي قبلها زائد واحد ان تو دو كرواسمون، واحد الإضافة هو ال. لماذا؟ لأن السرعة سوف تزداد خلال الزمن. من هنا كيبان بأن السرعة دالة تزايدية. Donc, comment on va construire? On va passer à l'instant T1. T1 plus delta de T.
T1, je vais essayer d'utiliser ces deux. Donc, AT est égal à T0, la T1. Là, c'est T1. C'est T0 plus delta de T. Là, le pas. D'accord? Dans ce cas-là, je vais essayer d'appliquer dans ce couple-là. C'est A1. D'abord, je donne ici A0. C'est V2. V0, c'est V1. Est égal à V0 plus A0 fois delta de T. A0, il est connu. Delta de T, il est défini. Généralement, soit qu'on vous donne un tableau dans lequel il y a des instants, soit qu'on vous donne ouvertement le pas est égal à 4, par exemple. Dans un exercice, on le verra. C'est 4 fois 10 à la puissance moins 4 secondes. On peut vous donner, et de là, on peut faire les calculs. Donc, pour ce cas-là, qu'est-ce que je fais? V0, c'est 0. Là, c'est A0 fois delta de T. Je détermine V1. Donc, là, voilà V1. D'accord? De là, et je passe à T2. Et de la T2 est égal à T1 plus delta de T. Et je vais essayer d'abord de calculer A1 ici. A1 est égal à A moins B fois V1 à la puissance n. Là, il est connu. Donc, je calcule l'accélération A1, qui est A, on le connaît. B, on le connaît. V1, on vient de la calculer à la puissance n. Donc, je passe à l'instant T1. Qu'est-ce que j'aurai? Je calcule V2. V2, c'est, je donne à I1. Donc V2 est égal à V1 plus AA fois delta de T. Donc j'ai V1. Et le calcul il est connu. J'ai A1, il est là, fois delta de T. Et je vais là. V2. D'accord? Et je fais le même travail, je dois calculer A2. A2, c'est là. A2 est égal à A moins B fois V fois V2 à la puissance n. A, il est connu. B connu, V2 il est là, on vient de là calculer, il est connu. D'accord? Donc, ce qui permet de passer au point suivant, c'est T3. Donc là, il est connu. Et le travail se répète à T3, qui est égal à T2 plus delta de T. Donc on aura V3 est égal à V2 plus A2 fois delta de T. J'ai V2, il est là, connu. A2, il est connu. Le pas, il est connu. Donc c'est-là est aussi connu. Et je vais la mettre ici. V3. Ce travail-là va être fait de telle façon à là,
et je vais rejoindre ces points pour obtenir la fonction. Je vais essayer par calcul. Là, je vais mettre A3. A3, c'est A moins B fois V3 à la puissance n. Donc, ici, je vais essayer de faire ce travail-là. Donc, je vais essayer maintenant. Supposons que je vais faire plusieurs. Il arrive, vous voyez que au fur et à mesure, ces intervalles-là diminuent. Il arrive, après plusieurs calculs, on arrive à cette courbe-là. Voilà. Je vais essayer de... Je l'ai fait de façon comme ça. Voilà T, et voilà V de T. Ici, j'ai V1, ici V2. Ces calculs, je vais les faire dans un... Je vais les tracer. D'accord ? Là, c'est V3, V4, V5. Et à partir d'un calcul, on va trouver que la courbe prend cette allure. Évidemment, voici et à partir de certains points, on va constater que les valeurs sont, la vitesse garde la même valeur et on aura une asymptote là, et là c'est V limite. D'accord? Donc pour nous, ce travail-là, le plus important dans ce travail, c'est que dans notre étude, nous avons modélisé sa force de frottement. La réalité, c'est autre chose. Nous avons dit que du fait que la vitesse elle est telle, du fait que cela et ceci, alors on propose dans cette étude que le mouvement s'effectue, les forces de frottement fluide, on peut accepter que F est égal par exemple à K fois B au carré. Et tout ce calcul-là se fera de cette manière-là. Alors comment peut-on nous assurer cela? On peut faire une simulation par la méthode en utilisant si vous voulez, un logiciel sur lequel on va lui donner ce V carré et d'essayer de tracer les courbes. Par exemple, on peut avoir des courbes comme ça et des courbes comme ça. Par exemple, là c'est 4V carré et là c'est 4 fois V. Et on peut estimer vraiment cette supposition que nous avons donnée, c'est-à-dire on peut dire que vraiment, supposons que la simulation nous a donné celle-là, par exemple,
Là, c'est la simulation. Qu'est-ce qu'on dira? On dira vraiment. Là, nous avons donné ce V carré. Là, ce que nous avons déterminé. Et si nous trouvons que les deux courbes coïncident, on peut dire que le comportement de la force de frottement fluide, vraiment, il est proche à K fois V carré. Mais dans certains cas, on peut trouver la même étude, le même mouvement, elle est plus proche dans un intervalle de temps à une modélisation de K fois V, et dans une autre partie, elle peut être modulée avec une expression de K fois V fois V2. D'accord? Là, c'est un autre problème. Donc, c'est ça la méthode d'Euler. Elle nous permet de construire la force, la fonction V de t, et à partir de là, on peut déterminer par la méthode que je viens de dire, par une méthode hexao, on peut, par la même méthode, tracer la tangente, déterminer le temps caractéristique, tau, et évidemment, nous pouvons déterminer la vitesse limite dans ce cas-là. Ça, par calcul, mais peut être fait à l'aide d'un logiciel. Voilà la méthode d'Euler et de quoi il consiste. On verra tout à l'heure un exercice d'application sur le mouvement d'une bille dans un fluide qui est la glycérine. On va essayer de faire cet exercice par la suite.